Oui, on va attendre encore que quelques personnes se connectent, mais effectivement, si vous m'entendez bien, on va pouvoir, accueillir progressivement les personnes qui nous rejoignent. On va laisser quelques minutes encore, heu, aux personnes pour se connecter. Là, il est 12h31. On va accepter les personnes au fur et à mesure. Alors, voilà, je disais qu'on laissait les personnes, nous rejoindre, progressivement. Bonjour à toutes et à tous. Donc merci de vous être, rendus disponibles, pour participer au webinaire, que nous organisons en partenariat avec les personnes que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc à l'occasion de la Journée mondiale de l'autisme, heu, le Centre communal d'action sociale de la ville de Meudon a proposé, comme chaque année, un certain nombre d'actions pour sensibiliser le grand public, pour échanger avec les professionnels, mais aussi pour pouvoir, répondre à des interrogations, des questions concernant l'autisme, qu'il s'agisse, heu, de personnes, adultes ou jeunes enfants. Nous avons, heu nous avons la chance d'avoir, aujourd'hui avec nous pour, pouvoir répondre à vos questions et intervenir, 2 associations. Donc je remercie, Jacinta Madera, qui est directrice de la structure d'accompagnement Autrement Cap, qui se présentera, tout à l'heure, et Aline Piel, directrice adjointe de l'association Les Papillons Blancs de la Colline, qui est un partenaire, ancien sur la ville. Heu, Elle se présentera également tout à l'heure, et un grand témoin, un homme. Donc voilà, nous ne sommes pas que des femmes aujourd'hui qui intervenons, mais aussi, un parent et un référent sur la ville de Meudon qui pourra répondre à vos questions, heu, tout à l'heure. Alors à l'occasion du 2 avril, alors bien évidemment la ville au quotidien intervient sur ce sujet. Nous avons une programmation 3 temps forts, donc ce webinaire aujourd'hui et la possibilité, également mercredi 3 avril pour les jeunes enfants accompagnés de leurs parents, de pouvoir venir, regarder un spectacle, le spectacle Scarlett, qui se déroule au complexe sportif René-le-Duc, en famille, entre amis, sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Et également samedi, après-midi de 14h à 18h, un atelier de réalité virtuelle, pour vivre au quotidien ce que vivent les personnes autistes avec, un outil, qui est la réalité virtuelle. Donc ça sera à l'espace, à l'école du numérique, donc Microfolie, 1 bis rue, Georges Milandi. Donc on vous attend, samedi de 14h à 18h, bien évidemment. Les 2, les 2 événements, mercredi et samedi, ce sont des événements gratuits. L'idée étant de pouvoir se rencontrer et d'échanger sur ce sujet. Anne Majal-Breton, qui est, responsable au sein du CCAS de la ville de Meudon, de la ville inclusive et de la santé, va vous, en introduction, rappeler quelques règles techniques, et on laissera donc, la parole à nos intervenants. Je vous remercie. Alors, Anne, est-ce que c'est bon pour toi ou Oui. pour... Oui. Alors, cette conférence est enregistrée et sera diffusée pour toutes les personnes qui n'ont pas pu avoir accès. Les personnes qui ne souhaitent pas que leur nom s'affiche sont invitées à utiliser donc un pseudonyme et à masquer leur photo de profil éventuellement. Les caméras et micros de tous les participants sont désactivés. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat et à la fin de chaque thématique, les micros seront ouverts aux personnes qui souhaitent éventuellement poser des questions, ou bien, dans tous les cas, on ouvrira les micros à la fin. Et le support qui va vous être présenté vous sera transmis par email. Lors de ce webinaire seront abordés les troubles neurodéveloppementaux et l'autisme. Qu'est-ce que c'est?
du repérage au diagnostic, et puis l'accompagnement de la personne et des familles, et enfin, une conclusion. Je vous laisse commencer, Madame Madera, qui a créé ce support, qui fait partie qui est directrice générale de Autrement Cas, qui est une association c'est un SAD, un service d'aide et d'accompagnement à domicile. Donc, c'est une structure d'action sociale sous autorisation du département et qui intervient auprès des familles pour 3 missions principales, à la fois pour une stimulation éducative dans la continuité de ce que peut faire l'enfant avec les rééducateurs, à la fois dans une optique d'inclusion. On peut intervenir sur les différents milieux de vie en partance du domicile, et à la fois pour offrir du répit aux parents dans des actes de surveillance de l'enfant. Donc je suis également secrétaire de l'association Autistes sans frontières 92 et accompagnée de Frédéric Olivier, qui sera là pour témoigner, et qui est une association d'usagers qui regroupe près de 200 familles dans le département et qui fait partie d'un grand réseau national qui accompagne 2000 familles en France. Et avant de commencer, peut-être que je vais vous présenter. Oui, je suis Aline Pitel, je suis directrice générale adjointe des Papillons Blancs de la Colline, en charge de l'éducation et de la pédagogie. Particulièrement, c'est une association qui œuvre sur le 92 et aussi un peu sur le 93. On reviendra un peu sur les questions de scolarisation plus loin dans la présentation. Et je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Merci pour votre écoute, et on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par la définition des troubles du neurodéveloppement et de l'autisme. Donc tout d'abord, les troubles du neurodéveloppement. Donc chaque composante dans ce titre a une importance. Donc ils sont caractérisés par une perturbation du développement cognitif ou affectif de l'enfant. Cognitif, c'est-à-dire la capacité à faire certains apprentissages dans le développement. Donc qui concerne notamment le développement de la motricité, de la communication verbale ou non verbale, et également affectif, c'est-à-dire le fait d'être capable de communiquer ses affects, ses sentiments, ses émotions auprès de son entourage. Donc là, on fait référence à la partie neuro dans le trouble du neurodéveloppement, c'est-à-dire que c'est vraiment un handicap qui va concerner le fonctionnement du cerveau. Ensuite, les troubles du neurodéveloppement entraînent un retentissement important sur le fonctionnement adaptatif scolaire, social et familial. Là, un mot qui est très important, c'est retentissement important. C'est un trouble. C'est-à-dire que, du coup, la différence entre trouble et retard, c'est qu'un retard est amené à se résorber. Tous les enfants évoluent à un rythme différent, qui peut être hétérogène selon les domaines de développement. Par contre, on va parler de troubles lorsque ce retard va être persistant dans le temps et du coup forcément s'accentuer par rapport aux autres enfants, d'autant plus si on ne fait rien. Et c'est pour ça qu'on parlera de l'importance d'une prise en charge précoce auprès de ces enfants-là. Et donc, ça va impacter leur fonctionnement adaptatif, leur capacité à s'adapter au milieu scolaire, social et familial. Et souvent, le retentissement, justement, sera mesuré, un taux de handicap est souvent mesuré par rapport, justement, aux besoins d'accompagnement, de compensation sur ces plans-là. Donc, ça apparaît le plus souvent précocement dans l'enfance. Donc là, on fait référence à développement, neurodéveloppement. Ça apparaît assez tôt dans le développement de l'enfant. On parlera dans cette présentation de livret de repérage qui s'applique dès les 6 mois. Souvent, on regroupe ces troubles parce qu'ils sont le plus souvent associés et présentent des degrés de sévérité variés. Lorsqu'on parle d'un diagnostic, très souvent, c'est le diagnostic le prévalent qui va du coup être nommé, mais il faut savoir que souvent, donc il y a plusieurs troubles qui peuvent être associés.
Et ces troubles peuvent se présenter donc de manière très variable selon les personnes, et c'est pourquoi on a besoin d'accompagnement individualisé et généralement pluridisciplinaire, puisque ça va affecter différents domaines du développement de l'enfant. Dans la slide qui suit, ici, nous avons listé les différents troubles du développement. Donc, selon les différentes catégories internationales, notamment de l'OMS, avec la CIM 11 et également le DSM-5, qui est le manuel qui répertorie les différentes maladies mentales, les différents troubles mentaux. Donc, dedans, et ça sera tout le point de ce jour, nous avons le trouble du spectre de l'autisme. Nous avons également le trouble du développement intellectuel, le trouble de la communication, qui est parfois aussi appelé dysphasie. Donc, c'est la difficulté à acquérir le langage, et toujours pour des raisons neurologiques. Des troubles spécifiques des apprentissages. Donc là, on regroupe une grosse quantité de ce qu'on appelle les troubles 10, la dyslexie pour la lecture notamment, la dyscalculie pour les difficultés de calcul. Les troubles moteurs et de la coordination, donc ce qu'on appelait également la dyspraxie. Donc là encore, d'origine neurologique, donc c'est vraiment la difficulté par rapport au cerveau de programmer et d'exécuter certains gestes. Enfin, quelque chose qui est assez connu et dont on parle de plus en plus, les troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, autrement dit le TDAH. Et enfin, d'autres TND spécifiés, c'est-à-dire qu'on va connaître, on peut connaître la cause, par exemple, de la consommation d'alcool, c'est un exemple pendant la grossesse, ou non, spécifié ou non. Donc, ça sera d'autres troubles du TND dont on ne connaîtra pas forcément la cause et qui ne rentrent pas dans ces catégories précitées. Par rapport aux chiffres concernant le trouble du neurodéveloppement, donc si on en parle de plus en plus, c'est que les chiffres sont malheureusement assez alarmants. Donc les TND touchent environ 5% de la population. 5% de la population, c'est énorme. C'est une personne sur 20. Vous prenez une classe d'enfants, il y a en moyenne un enfant qui est concerné. Peut-être qu'aujourd'hui, lors de cette présentation, une personne sera également concernée. C'est une prévalence qui est extrêmement importante et qui est en constante augmentation. Pour ce qui est du trouble du spectre de l'autisme, qu'on nomme aussi TSA, ça concerne 1% de la population générale. Donc là, on vous parle vraiment du coup des chiffres du ministère des Solidarités. Donc 1%, c'est à peu près un enfant en moyenne pour 3 classes. Le TDAH, on est autour de 5% pour les enfants et les adolescents, 2,5% pour les adultes. C'est un truc qui peut néanmoins se réduire avec l'âge. La dyslexie, donc ça va être 5 à 17% des enfants en âge d'être scolarisés. Le trouble développemental de la coordination, donc qu'on appelait également dyspraxie. Donc c'est vraiment les troubles du geste, être capable d'effectuer certains gestes. Donc ça peut être jusqu'à 6% de la population générale. Et enfin, la déficience intellectuelle, c'est environ 1% de la population générale. Et on garde en tête que tous ces troubles peuvent être associés et donc concerner une même personne. Dans les troubles du neurodéveloppement, et c'est ce qui nous amène ce jour à se rencontrer, puisque c'est la journée mondiale du trouble du spectre de l'autisme. Donc, on l'a dit, ça concerne une personne sur 100. C'est un trouble, comme souvent dans les troubles du neurodéveloppement, qui va être très variable selon l'individu et l'âge. Généralement, on parle de 3 niveaux de sévérité, qui va de léger, passant par modéré à sévère.
Et donc notamment qui vont avoir un niveau d'intelligence assez variable. On verra que le niveau d'intelligence ne fait pas partie de la définition de ce trouble-là. Donc on peut avoir des gens vraiment qui peuvent avoir un niveau d'intelligence normal, ce qu'on appelait anciennement l'autisme Asperger ou de haut niveau, et qui parfois peuvent même avoir un niveau d'intelligence supérieur, comme on peut avoir des personnes qui peuvent avoir des difficultés et voire même de la déficience intellectuelle associée. Donc finalement, ce qui va réunir toutes ces personnes ensemble dans le trouble du spectre de l'autisme, ça va être 3 critères principaux. D'une part, on garde en tête que c'est un trouble du neurodéveloppement, donc on pourrait dire que c'est aussi un mode de pensée différent, qui se caractérise à travers, d'une part, la communication et les interactions sociales, d'autre part, le comportement. On parlera notamment des intérêts spécifiques, des stéréotypies. Et souvent, ce sera expliqué par un fonctionnement neurosensoriel différent. Donc, toutes les personnes avec TSA ont ces 3 particularités-là. Pour rentrer un peu plus dans le détail, notamment des difficultés dans chacun de ces 3 domaines. Pour la communication et les interactions sociales, comment ça va se manifester? Alors tout d'abord, il faut garder en tête que ce n'est pas forcément la communication verbale ici qui est visée. Hein. Ça ne fait pas partie de la définition de l'autisme. Autrement, on n'aurait pas justement l'autisme Asperger qui serait dedans, puisque ce public-là n'a pas de retard de développement du langage. Donc, d'une part, ça va être des difficultés dans ce qu'on appelle la réciprocité sociale ou émotionnelle. Ça veut dire la capacité à transmettre ses sentiments, ses affects, ses émotions avec les autres. La capacité à partager ses intérêts. Et ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment très notable chez le public TSA, puisque très tôt dans le développement de l'enfant, on constate ça. C'est-à-dire que à partir entre 6-9 mois, un bébé, par exemple, il est capable de jouer avec son hochet sur son tapis d'éveil et d'un coup de se tourner vers l'adulte et lui faire un sourire. Eh bien ça, c'est quelque chose qui peut être très déficitaire dans un public de TSA, c'est-à-dire qu'un enfant de 3-4 ans peut encore ne pas avoir cette compétence. Et notamment, par exemple, ne pas pouvoir répondre à son prénom lorsqu'on l'appelle. Ça va être ici, dans cette catégorie-là, justement, la difficulté d'entrer en interaction, voire même de répondre aux sollicitations. Ici, nous avons également, alors excusez-moi, il y a une petite, un petit message technique voilà, qui est apparu, merci. Madame Mazal. Dans cette partie-là, nous allons avoir aussi des difficultés de communication non verbale. Ici, on entend par ça la capacité à utiliser et à comprendre le langage du corps. Justement, très tôt, là encore, dans le développement de l'enfant, pour vous donner quelques exemples, on va constater des difficultés chez ces enfants-là, notamment le fait que ce sont des enfants qui ne vont pas dire bonjour ou au revoir, connaître et comprendre les gestes de salutation. Souvent, un signe également va être le fait qu'ils ne sont pas capables de pointer du doigt. C'est une compétence qui normalement est acquise chez tous les enfants de 18 mois. C'est ce genre de communication-là, la compréhension et l'utilisation du langage du corps. Et notamment pour ces enfants-là, on verra, ils ont plutôt tendance, plutôt d'être portés vers l'individu, ils vont être plutôt portés sur les objets. Et souvent, c'est quelque chose qu'on va utiliser à titre de médiation pour solliciter leur intérêt. Et enfin, le développement, le maintien et la compréhension des relations sociales notamment. Ils ont besoin d'être accompagnés pour rentrer en interaction, ça on l'a déjà dit, mais aussi comprendre certaines situations sociales.
comprendre qu'à l'école, on n'a pas forcément le même comportement à la maison, qu'on doit suivre tout un groupe, ce genre de situation-là. Donc ça, c'est la première composante de l'autisme. La deuxième composante de l'autisme, c'est un fonctionnement qui se traduit par un comportement différent, et notamment par le caractère stéréotypé ou répétitif de certaines actions, ou parfois aussi du langage de ces enfants. Notamment, on a peut-être tous en tête l'enfant qui regarde un objet tourné, l'enfant qui fait avancer une petite voiture d'avant en arrière et qui est fasciné par ça. Mais ça peut aussi se traduire par un caractère stéréotypé du langage. C'est notamment ce qu'on peut appeler les écolalies, des enfants qui vont répéter en boucle ou qui vont répéter ce qu'on peut, une phrase qu'on va leur énoncer. On va leur poser une question et plutôt que de répondre, ils vont répéter la question. Ça peut être aussi ce qu'on appelle le langage idiosyncratique, c'est-à-dire qu'ils vont répéter en boucle une phrase qui est totalement déconnectée du contexte. Ça va être également, ça peut se manifester également par une intolérance au changement, même mineur. Souvent, ce sont des enfants ou des personnes qui ont un certain besoin de contrôle, et le changement génère beaucoup de stress et de difficultés pour eux. Notamment pour accompagner ces personnes, on gardera en tête qu'il est important de les prévenir à l'avance. On utilise souvent des emplois du temps visuels où on annonce ce qui va se passer durant la journée. Finalement, pour les accompagner et accepter le changement, on va rendre les choses prévisibles. Et enfin, dans les comportements différents, on va avoir également ce qu'on appelle des intérêts restreints ou des passions qui vont se manifester soit par leur intensité. Ça peut être un enfant qui va vous parler continuellement la journée des voitures, de toutes les marques de voitures qui peuvent exister. Ou également par rapport à leur but. Parfois, c'est des intérêts qui peuvent sembler sans sens pour nous, et pourtant qui les monopolisent énormément. C'est ce comportement différent. Alors, il faut savoir que la définition de l'autisme, c'est ces deux premières caractéristiques. C'est ce qu'on appelle la dyade autistique. On a rajouté le fonctionnement neurosensoriel, et d'ailleurs, lors de cette semaine, il y a un atelier qui est dédié à ça pour qu'on puisse comprendre comment une personne avec TSA fonctionne. C'est extrêmement important, c'est un critère de diagnostic qui apparaît systématiquement chez ce public-là et qui va expliquer justement pourquoi ils ont un comportement différent. Et ce comportement différent provient d'un fonctionnement sensoriel qui est différent, qui va se traduire par des hyper ou des hyporéactivités aux stimulations sensorielles. Alors, je vais vous citer quelques exemples. Par exemple, au niveau du toucher, quelqu'un qui va fonctionner différemment au niveau du toucher. Il peut être, par exemple, hypersensible au toucher, donc il ne va pas apprécier qu'on le touche, il ne va pas apprécier certaines textures, et vraiment pour cette personne, ça peut être quelque chose de très désagréable qui va impacter son comportement. Un pull en laine, ça peut être perçu comme des aiguilles plantées dans la peau et qui peuvent du coup amener des surréactions. Mais on peut aussi avoir quelqu'un qui va être hyposensible au toucher. Donc là, ça peut être assez dangereux parce que c'est des personnes qui, par exemple, ne vont pas réagir à la douleur, ne vont pas réagir à la chaleur et notamment, par exemple, à la brûlure. Ou ça peut aussi concerner, par exemple, des enfants qui vont avoir de la sélectivité alimentaire. Ça fait partie de l'hyposensibilité au toucher. Alors, ces hyper-hyposensibilités peuvent se manifester à travers les différents sens. Notamment à travers l'ouïe, ça va être souvent de l'hypersensibilité, donc des difficultés à gérer le bruit. Au niveau de l'odorat, là aussi on peut être hyper ou hyposensible. Souvent quelqu'un qui est hyper va fuir la sensation,
Donc, quelqu'un qui est hypersensible à l'odorat va être sensible à certaines odeurs. Et quelqu'un qui est hypo va rechercher la sensation. Donc, quelqu'un qui serait hyposensible à l'odorat pourrait être amené à aimer flairer différentes odeurs. Et on a également souvent de l'hyposensibilité à la vue. Donc, c'est pour ça qu'ils aiment beaucoup regarder les choses tourner, regarder les choses tomber et regarder certains mouvements. Ou enfin, on connaît un peu moins ce sens, mais le sens du vestibulaire, qui, pour certains enfants qui sont hyposensibles, vont chercher à se mettre souvent en déséquilibre. Le sens du vestibulaire, c'est le sens de l'équilibre. Donc voilà, et c'est donc ces hyper ou ces hyporéactivités qui vont conduire à ces comportements différents et très souvent qui vont aussi générer une grande fatigabilité. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, le trouble du spectre de l'autisme peut, comme tous les troubles du neurodéveloppement, être associé à d'autres troubles du neurodéveloppement et plus globalement être associé à d'autres difficultés. Les troubles du langage. Une grande proportion des personnes porteuses, des enfants porteurs de TSA ont un retard de langage. Et certains peuvent également présenter des difficultés motrices ou de la coordination. Ils vont être aussi très propices à l'anxiété, au stress, aux difficultés émotionnelles. Ils peuvent être associés à d'autres TND, à la déficience intellectuelle, donc dans 30 à 40% des cas, aux troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, aux troubles des apprentissages, les troubles 10, 40 à 60% ont des troubles d'une fonction cognitive, des troubles dans les fonctions exécutives, notamment la mémoire de travail, l'inhibition, la capacité de se contrôler pour l'inhibition, la flexibilité mentale, la capacité d'accepter justement les changements, de s'adapter, ou l'organisation, des troubles alimentaires, et on l'a vu dans notre exemple, que ça fait partie justement, ça peut être impacté par de l'hyposensibilité au toucher, de l'hypersensibilité, pardon, et des troubles du sommeil. C'est également extrêmement présent, ou encore de l'épilepsie dans 10 à 15% des cas. Alors, comment repérer ce trouble-là et éventuellement s'orienter vers un diagnostic? Est-ce que, Madame Maja, on fait une petite pause, on continue? On peut, comme vous voulez, on peut ouvrir le micro s'il y a des questions, je ne sais pas. Est-ce que pour l'instant, il y a des questions? Non, pas particulièrement, donc on va pouvoir continuer. Donc, du repérage au diagnostic. Alors, ça fait partie de la stratégie nationale des troubles du neurodéveloppement et plus particulièrement de l'autisme. Il est extrêmement important de pouvoir bénéficier d'un diagnostic précoce. C'est les recommandations de la Haute Autorité de la Santé. Alors, ici dans cette slide en haut, vous avez le logo. Souvent, lorsque vous avez des images, donc je sais que la présentation sera mise en libre accès, vous sera diffusée. Souvent, lorsque vous avez des images, vous avez le lien vers le site et notamment ici vers les recommandations en termes de repérage et de diagnostic. Donc, la Haute Autorité de la Santé recommande un diagnostic précoce, idéalement avant 4 ans, pour agir au plus tôt et profiter de la plasticité cérébrale
pour rééduquer ses enfants et mettre un accompagnement également le plus vite possible. Et cela dès les premiers signes, avant même d'avoir un diagnostic. Pour justement s'orienter vers un diagnostic, il est important de pouvoir repérer les signaux d'alerte tout d'abord. Dans cette slide, nous avons mis donc en référence, et donc vous avez le lien ici, le livret de repérage qui s'applique de 0 à 4 ans, de 0 à 3 ans. Et notamment, il y a aussi des livrets de repérage pour des enfants plus âgés. Hein, donc, vous pouvez également les retrouver. Donc, ça a été mis en place par la délégation interministérielle de l'autisme. Ça a été diffusé par la CNAF. Ce livret s'adresse donc au personnel. Alors, celui-ci plus spécifiquement de la petite enfance et également aux parents. Donc, c'est un livret qui est facilement accessible où vous trouverez les différentes questions selon l'âge de l'enfant, donc à 6 mois, 12 mois, 10 mois, 24 mois, 36 mois, et qui permettent d'identifier certains signaux d'alerte. À quoi ça sert exactement? C'est du repérage. C'est-à-dire que ça permet à la fois de repérer ces signaux-là et de formaliser les difficultés rencontrées pour l'enfant dans le but de préparer un rendez-vous médical. Suite à cela, justement, vous pouvez prendre rendez-vous auprès d'un médecin qu'on appelle de première ligne. On verra tout à l'heure ce que ça veut dire, mais notamment le pédiatre de l'enfant, le médecin généraliste de la famille, le médecin de la crèche, de la PMI, qui va pouvoir faire une première visite, un premier rendez-vous de repérage, un premier rendez-vous médical de repérage. Ce qui est très important, c'est surtout de ne jamais surinterpréter. Donc ça, c'est un livret de repérage, ça vous permet de préparer une consultation, mais en aucun cas, ça ne permet d'établir un diagnostic ou des premières conclusions à ce stade. Ici, justement, nous avons repris donc le parcours de diagnostic qui part du repérage jusqu'au diagnostic. Tout en haut, nous avons justement cette première consultation auprès des professionnels médicaux de première ligne. Donc, comme on l'a vu, ça va être le pédiatre, le généraliste, le médecin de PMI. Ce n'est pas forcément des médecins spécialisés en troubles du neurodéveloppement. Eux-mêmes, donc ici on a le lien également, ont un livret qui est un peu plus technique pour faire ce rendez-vous spécifique. C'est un rendez-vous qui est plus long qu'une consultation standard, qui est prise en charge par la sécurité sociale et qui va vraiment permettre de confirmer, d'infirmer ou de confirmer ses premiers doutes et ensuite, le cas échéant, d'orienter vers un parcours de diagnostic. Là, les livrets qu'on vous présente, c'est des livrets spécifiques aux troubles du neurodéveloppement. Il y a également un formulaire qui existe, qui est le de repérage, qui est le MChat, qui est spécifiquement dédié à l'autisme. Si vous ne le faites pas en amont, le médecin, justement, dans le livret de repérage va pouvoir le suivre et faire cette petite passation qui est assez courte. En fonction des résultats, dans l'idéal, vous allez être orienté vers ce qu'on appelle un PCO, une plateforme de coordination et d'orientation.
Donc, ça fait partie du déploiement de la stratégie nationale des TND et notamment de l'autisme. Il faut savoir que dans le département, donc il y en a une qui vient d'être créée à Boulogne. Vous pouvez retrouver ces coordonnées ici en cliquant sur ce lien PCO 92. Ou encore, vous avez également, pour tout ce qui est diagnostic, vous pouvez également recourir à ce qu'on appelle, et plus spécifiquement pour l'autisme, puisque les PCO, eux, couvrent tous les troubles du neurodéveloppement, les PDAP, plateforme... vous connaissez mieux que moi, autisme et le P, alors je ne sais plus, mais c'est des plateformes de diagnostic autisme. Il y en a deux, une dans le sud du 92 et une dans le nord du 92. Si ma mémoire est bonne, Châtenay-Malabry et à Courbevoie. La différence entre le PCO et le PDAP. Le PDAP, c'est vraiment une plateforme de diagnostic. Le PCO, c'est l'idéal parce que vous aurez également à la fois un diagnostic qui pourra y être posé et également de la prise en charge qui pourra se mettre en place et qui sera prise en charge financièrement intégralement. Plateforme de diagnostic autisme de proximité. Voilà, plateforme de diagnostic autisme de proximité. C'était proximité qui nous manquait. Alors, parfois, malheureusement, les listes d'attente sont longues. C'est pour ça qu'en soutien, vous pouvez être également orienté vers les professionnels de deuxième ligne. Donc là, ça va être des professionnels en libéral, notamment des médecins qui devront avoir une formation spécifique au TND. Donc, idéalement, un pédopsychiatre, un neuropédiatre. Ça peut être également les CAMS, les CMPP, qui pourront également avoir une formation spécifique au TND. Les CAMS, c'est le plus souvent le cas, c'est vraiment leur métier. Les CMPP, ça pourra dépendre parfois. Et également qui pourront être, qui iront coordonner toujours du coup en libéral parfois ou en interne. Là, c'est plus le cas pour les CAMS et les CMPP qui auront ce genre de professionnels dans leur structure. Des professionnels paramédicaux. On verra pourquoi. Parce que le diagnostic, c'est vraiment une démarche pluridisciplinaire et c'est important d'avoir du coup toute une équipe pour cela. Ce personnel de deuxième ligne, sa première visée est une consultation spécialisée en neurodéveloppement qui va pouvoir confirmer ou infirmer encore une fois les premiers doutes et orienter vers une prise en charge avant même d'avoir le diagnostic. Souvent, une prise en charge sera mise en place et si on constate qu'il n'y a pas d'amélioration, assez rapidement, on ira vers le diagnostic. C'est aussi en mettant la prise en charge en place et en faisant les bilans qu'on pourra aussi aller vers le diagnostic. Voilà, donc selon les différents cas, soit ça sera mis en place dans le PCO, soit en libéral, soit éventuellement complété à travers des centres hospitaliers, notamment pour tout ce qui est recherche étiologique, recherche génétique, pour écarter aussi d'autres diagnostics autres que le TND. C'est assez technique tout ça, donc surtout n'hésitez pas à noter vos questions pour les poser soit en fin de section, soit à la fin. Et là encore, donc tout au long de la présentation, ici, vous avez le lien pour connaître les centres hospitaliers qui peuvent faire des diagnostics autisme. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'il faut essayer de taper un peu à toutes les portes
L'idéal, c'est le PCO. N'hésitez pas à prendre des rendez-vous parfois en parallèle, si voilà, vous pouvez être pris en charge en parallèle. Il faut garder en tête que tout ce qui sera centre hospitalier ou PCO, ça sera pris en charge intégralement par ces services-là, hein, que ce soit la sécurité sociale ou l'ARS derrière. En libéral, évidemment, ça engendrera certains coûts. Alors ici, c'est assez technique, donc on va aller assez vite sur cette slide. C'est tous les tests de repérage qui existent pour les troubles du neurodéveloppement. Et tout en haut, on retrouve le TSA et notamment le MCHAT, qui, lui, s'applique à partir de 18 mois. Donc c'est vrai que c'est un peu moins complet par rapport au livret de la CAF qu'on a vu précédemment, qui, lui, s'applique dès 6 mois. Et donc, on arrive au diagnostic si donc, tous les signes de repérage se montrent avérés, malgré une première prise en charge, les difficultés persistent, on en arrive au diagnostic. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a une composante médicale, bien sûr, qui doit être impérativement faite par quelqu'un de spécialisé en troubles du neurodéveloppement, le plus souvent par un pédopsychiatre ou par un neuropédiatre, et qui va avoir aussi un rôle de coordination par la suite, notamment qui pourra accompagner dans les démarches MDPH pour remplir la partie médicale, mais pas que. On va avoir aussi besoin de différents bilans fonctionnels qui doivent être établis par des professionnels du paramédical, notamment sur tous les aspects qui concernent le développement par rapport aux psychologues. C'est particulièrement important dans le milieu de l'autisme pour les difficultés de communication et d'interaction sociale. Ça peut concerner également les difficultés de langagières, donc on fera appel à des orthophonistes pour ça. Ça peut également, on l'a vu très souvent, impacter le développement psychomoteur, donc on fera très souvent également intervenir des psychomotriciens, et parfois d'autres professionnels comme des éducateurs, des enseignants spécialisés, des ergothérapeutes. Ça va vraiment dépendre des signaux d'alerte que les professionnels vont repérer. Très souvent, donc, il va y avoir aussi des bilans somatiques qui vont être faits pour écarter d'autres causes, d'autres difficultés, et notamment aussi des recherches génétiques, métaboliques, allergiques, qui peuvent être également effectuées. Est-ce que à ce stade, avant de passer à l'accompagnement de la personne et des familles, il y a des questions? Alors. On va vous ouvrir votre micro. Il y a une question, je crois, sur... Ok. On vous écoute. C'est Madame Bonivard. Le micro est fermé. Vous pouvez allumer votre micro. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Merci beaucoup pour ces informations. Concernant l'ensemble des diagnostics qui nous amènent à poser le TSA, est-ce qu'il est systématiquement proposé un test génétique ou non?
parce que là, on vient nous le proposer, mais du coup dans un univers privé, et donc ça coûte quand même aussi beaucoup d'argent. Donc je me posais la question, voilà, est-ce qu'il est nécessaire de faire un test génétique pour le TSA? Voilà, c'est en complément de ce qui peut aussi être fait par ailleurs. C'est difficile, en fait, il y a tellement d'examens qu'en tant que parent, on est un peu perdu. Et donc, si on doit prioriser, voilà, lequel, et est-ce que la génétique en fait partie? J'espère avoir été claire, pardon. Oui, c'est très clair. Merci pour cette question. Le test génétique n'est pas obligatoire. C'est une recherche génétique d'ailleurs, hein, parce qu'on n'a pas trouvé encore le gène dit de l'autisme. Donc, c'est une recherche génétique plus large qui concerne la famille et qui peut parfois être proposé et nécessaire suivant les projets de la famille, pour aussi préciser face à quoi se trouvent les médecins. Alors, je ne sais pas où vous vivez, mais si vous êtes en France, il y a quand même des hôpitaux du service public où c'est pris en charge, comme l'hôpital Necker, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de payer pour ça, même s'il y a une participation souvent. Donc, ce n'est pas une obligation. Ça peut être nécessaire au regard du projet de vie. Exemple, si vous vouliez avoir d'autres enfants, parfois ça peut être conseillé. C'est aussi souvent conseillé dans les familles quand il y a plusieurs enfants qui présentent un TSA. On peut se questionner sur la génétique. Voilà, donc ça peut faire partie des examens, ce qui n'est pas une obligation. Ça peut s'avérer conseillé pour certaines familles. Ça répond à votre question? Oui, du coup, je comprends pourquoi on nous le demande. Voilà. Ok, une question, merci madame. Delphine, vous pouvez ouvrir votre micro si vous voulez poser une question, si vous avez levé la main. Merci. Vous voulez poser une question? Je vois votre prénom seulement, hein, je me permets. Delphine, vous pouvez allumer votre micro. Non, on n'arrive pas à Si vous la question. Non, on n'arrive pas. N'hésitez pas à la mettre dans le chat. Oui, vous pouvez l'écrire si vous n'arrivez pas à allumer votre micro, sinon vous pouvez. Et on pourra toujours la Oui, à la fin. Hein, Ah, elle ne parvient pas. Là, je vous en prie, posez votre question en écrivant et je la dirai pour qu'elle soit partagée. Merci en tout cas. Question, je vous la poserai à la fin. Je la poserai à la fin. Ok, merci. Pas d'autres questions? Merci beaucoup pour ces questions. Donc, pour l'accompagnement de la personne et des familles, donc, comme on a pu le voir, la consultation de repérage a deux visées. D'une part, mettre en place tout de suite, avant même le diagnostic, une prise en charge. Et d'autre part, éventuellement, viser à un diagnostic plus précis. Ce qui est très important, c'est de se dire que l'intervention précoce est importante, donc avant même d'avoir un diagnostic. Et du coup, ce qu'on vous conseille fortement, et ce qui est recommandé par la Haute Autorité de la Santé, c'est de commencer tout de suite les démarches auprès de la MDPH, puisque très souvent, les prises en charge qui sont recommandées pour l'autisme peuvent engendrer des coûts, ne sont pas forcément pris en charge par la sécurité sociale. Et ça, le médecin coordonnateur, le médecin spécialisé qui vous recevra, que ce soit en PCO, en PEDAP ou à l'extérieur, vous expliquera tout ça. C'est important de déclencher les démarches tout de suite, notamment parce qu'il y a beaucoup de délais d'attente à la MDPH
et qu'une rétroactivité pourra s'appliquer, même si vous devrez avancer les frais en attendant d'avoir une réponse, vous pourrez être remboursé par la MDPH à terme si, du coup, le diagnostic est avéré. Pour l'autisme, ici, donc on a repris le tableau d'orientation vers les interventions précoces à l'issue de cette consultation de repérage. Et notamment, souvent, ce qui concerne l'autisme, ça va être les troubles du comportement pour gérer une anxiété, des difficultés d'inhibition, donc autrement dit de contrôle de son comportement, d'agitation, de difficultés de régulation émotionnelle, et pour du coup accompagner la famille et prendre en charge l'enfant, on vous orientera préférablement soit vers un psychomoteur, soit vers une éducatrice spécialisée, soit vers une psychologue ou un pédopsychiatre. Peut-être même que le pédopsychiatre qui vous accueillera pourra du coup vous faire des recommandations, mais très souvent, ça sera pris en relais par un paramédical. Ce qu'on pourra rencontrer également, puisqu'il y a une forte proportion d'enfants qui ont un retard de langage dans l'autisme, ça va être également de l'orthophonie, qui là, bien heureusement, est pris en charge par la sécurité sociale. Donc, pourquoi mettre en place cette prise en charge précoce très rapidement avant le diagnostic? Alors, d'une part, parce que les études montrent que ça permet d'améliorer le coefficient intellectuel, d'apprendre, de rééduquer les comportements sociaux, d'améliorer considérablement la communication, de réduire les troubles de type autistique. Donc, ça peut améliorer de manière considérable le pronostic de l'enfant. Pour qu'elle soit efficace, cette prise en charge, ce qui est très important et recommandé par la Haute Autorité de la Santé, c'est de prendre en compte la singularité de l'enfant. Très souvent, ces enfants ont un fonctionnement différent, notamment par leurs intérêts. Il faut garder en tête que c'est à la fois leur handicap et c'est à la fois ce qui va nous permettre de rentrer en communication avec eux et très souvent être gage de motivation dans les apprentissages. Pour prendre en compte cette singularité, il est également recommandé de mettre au centre du dispositif la famille. Notamment parce que ce sont les experts de leur enfant, ce sont les personnes qui connaissent le mieux leur enfant, mais aussi car leur implication est clé, est vraiment très importante. Une famille qui s'impliquera dans la prise en charge de son enfant, vraiment meilleur sera le pronostic. C'est extrêmement important de travailler en coéducation, si je peux me permettre le terme. Il faut également que cette prise en charge soit pluridisciplinaire. Donc ça, on l'a bien compris, pour du coup traiter les différents retards dans le développement. Personnalisé. Il y a vraiment autant de manifestations de l'autisme qu'il y a de personnes atteintes par ce trouble-là. Les manifestations sont vraiment très variables. Et fonctionnel. Il faut que ça ait un lien avec le quotidien de l'enfant. Et ça nous emmène du coup à la dernière recommandation, c'est qu'il faut que cette prise en charge, cet accompagnement soit global et coordonné. C'est-à-dire dans tous les milieux de vie de l'enfant, donc il y a un lien qui soit fait également avec l'école, notamment avec les AESH, si elles viennent à être mises en place. Il faut également, du coup, la formation de tous les acteurs et une coordination qui soit mise en place. Et enfin, une évaluation régulière pour pouvoir, du coup, suivre les progrès ou les blocages que peut présenter l'enfant. La prise en charge du TSA. Alors,
très souvent, donc pour les tout petits, on oriente très rapidement vers les CAMS, alors les CAMS dans un premier temps, qui vont du coup où vous pourrez du coup avoir à la fois un accompagnement médical, donc il y aura un médecin spécialisé, un accompagnement paramédical et éducatif. Et également, parfois, lorsqu'on avance un peu plus dans la prise en charge, très souvent, on a recours à des CESAD, qui sont des services d'éducation spéciale et de soins à domicile. Ici, je n'ai pas mis les IME, on en parlera dans la slide suivante parce qu'elles sont très liées au type de scolarisation de l'enfant également. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'à ce stade-là, on mentionne uniquement le CESAD. Le CESAD qui aura la particularité d'intervenir sur les différents milieux de vie de l'enfant. Et là encore, s'y trouvent des professionnels médicaux et paramédicaux et éducatifs. Ce type de structure est pris en charge par l'ARS et donc n'engendre aucun frais pour les familles. À défaut de place ou parfois également lorsque les CAMS se sont saturés, ils sont amenés à travailler avec des partenaires en libéral. Ou à défaut de place en CESAD, parfois vous pouvez également mettre en place une prise en charge en libéral. Ces prises en charge en libéral, pour qu'elles soient prises en charge, comme on vous le disait tout à l'heure, il est très important de tout de suite commencer un dossier auprès de la MDPH grâce au SAFA du médecin spécialisé que vous aurez consulté. J'ai oublié de le mentionner, mais aussi grâce à l'aide du CCAS. Oui, en fait, donc nous avons au sein du CCAS la chance d'avoir un référent handicap, donc Monsieur Benjamin Chinour, que vous pouvez contacter si besoin. Alors, et je ne sais pas si toutes les personnes qui nous écoutent sont meudonnaises. Effectivement, on donne la priorité aux Meudonnais, mais dans la plupart des villes maintenant, il y a des personnes qui sont référents handicap et qui peuvent accompagner au quotidien sur les démarches orientées vers les partenaires lorsque vous avez des besoins, des questions. Sur le document figureront les coordonnées de Monsieur Chinour, qui est référent handicap pour les mecs de Meudon. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. C'est un point vraiment très important puisque c'est vraiment une démarche administrative. Et du coup, c'est vraiment une aide précieuse que de pouvoir être accompagné par un référent handicap dans cette démarche. Donc voilà, pour un suivi en libéral, vous pouvez avoir une prise en charge par la MDPH, la Maison départementale des personnes avec handicap, à travers pour les enfants une allocation qui s'appelle l'AEH et qui va pouvoir couvrir certains frais. Alors, médicaux, pas forcément, ça c'est pris en charge toujours par la sécurité sociale, mais aussi paramédicaux, surtout les frais paramédicaux et notamment les frais de psychologie ou de psychomotricité. Alors, malheureusement, les frais pour l'éducation spécialisée en libéral n'est pas pris en charge par la MDPH. Vous pouvez malgré tout avoir une aide sur l'accompagnement éducatif au travers l'aide à domicile et notamment les SAD, des structures comme Autrement Cap, qui vont rentrer dans les frais qui sont soit pris en compte par l'AEH, soit pris en compte par une autre allocation qui s'appelle la PCH Enfant, ou qui dit aide à domicile dit également donc, des personnes que vous pouvez employer directement, qui seront des auxiliaires de vie sociale et qui pourront être pris en charge par la MDPH. Là encore, je vous invite à demander conseil auprès des CCAS qui pourront vous donner des explications sur ces professionnels-là, ce que ça veut dire.
Donc tout ça, ça regroupe globalement la prise en charge. Un point qui est très important pour les enfants va être la scolarisation. Et pour la slide suivante, je vais laisser la main à Madame Piel, qui est spécialiste dans ce domaine-là. Depuis 2005, il y a une obligation par la loi de scolarisation de tous les enfants avec un handicap, comme tout autre enfant. Il y a différents accueils possibles. Donc, suivant effectivement ce qu'on disait, hein, la sévérité du TSA, il se peut très bien que votre enfant soit dans une classe ordinaire. L'enfant peut être dans une classe ordinaire avec des aménagements. Alors, parfois, en gros, aussi sans aménagement et qui ne sont pas forcément repérés ou clairement repérables et donc qui traversent la période de scolarité avec parfois certaines difficultés, mais globalement, on voit souvent des aménagements dans les classes ordinaires. Type d'aménagement sont les AESH, hein, qui sont les personnes qui accompagnent, qui sont embauchées par l'éducation nationale pour accompagner les enfants avec des besoins spécifiques au sein des classes. Le nombre d'heures est défini à travers la notification de la MDPH et cette personne doit donc être présente. La difficulté pour qu'elle soit avoir le temps prévu. Mais globalement, l'éducation nationale fait en sorte que lorsqu'un enfant a du temps qui lui est dédié, ce temps-là soit occupé pour l'accompagner et le soutenir pendant son temps scolaire. Ça peut être aussi sur du temps sur du périscolaire ou le temps du midi, donc ça peut arriver. L'ULIS, donc, est une classe, c'est un dispositif de l'éducation nationale, qui est un dispositif qui est fait pour venir accueillir des enfants qui sont normalement dans des classes équivalentes. Ce sont des dispositifs qui ont beaucoup évolué, qui sont devenus des classes, qui continuent d'évoluer. On en voit à tous les niveaux maintenant, même jusqu'au lycée. Il y a quelques ULIS qui sont spécialisées TSA, mais pas toutes. On voit aussi des ULIS où on va avoir divers handicaps, des enfants qui vont être regroupés, pour lesquels il va y avoir des aménagements divers suivant leurs besoins. En ce qui concerne les établissements médico-sociaux, les ESMS, comme il est écrit à l'école, on trouve aujourd'hui beaucoup de propositions pour les enfants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme. Les unités d'enseignement maternel autisme, qui sont les UMA, comme les unités d'enseignement, alors c'est UEEA, qui sont des unités d'enseignement élémentaire autisme. Et ces unités d'enseignement donc accueillent des enfants par leur classe d'âge, c'est-à-dire qu'en maternelle, c'est l'âge de la maternelle, puis en élémentaire, c'est l'âge de la maternelle, avec un aménagement tout à fait particulier et des temps d'inclusion dans les classes équivalentes à l'âge, dans les classes qui sont pour le cours ordinaire. C'est un gros aménagement au moment de la maternelle, hein, c'est vraiment une période où il y a un étayage très important par des éducateurs, des enseignants spécialisés, de la psychomotricité, un psychologue qui accompagne la classe, de la supervision. On voit vraiment une position qui est importante et intéressante pour les enfants qui sont dans ces classes-là. Pour l'élémentaire, donc ce sont des classes où c'est un peu plus allégé. Là, on fait une proposition toujours médico-sociale et éducation nationale, mais avec normalement un temps d'inclusion un peu plus important. À côté, on a les DAR, ce sont les dispositifs d'autorégulation. Donc, ce sont les nouveaux dispositifs. Au regard des chiffres qui ont été donnés lors de la présentation au départ, vous doutez bien que quand on dit qu'il y a 10% des enfants qui peuvent présenter un trouble du spectre de l'autisme, il y en a à peu près dans toutes les classes. Donc, ces dispositifs d'autorégulation viennent en appui à tout le groupe scolaire là où ils sont installés, toutes les classes et les enfants qui sont notifiés. Là, on parle que de situations où les enfants ont une notification MDPH. Cependant, grâce aux DAR qui sont installés dans les groupes scolaires, c'est aussi un lieu de ressources que sont aussi les unités d'enseignement de manière globale. Ce sont des lieux de ressources pour les enseignants et pour l'école de manière générale pour soutenir et accompagner les enfants qui auraient des besoins particuliers sur l'école. Donc c'est ça dont on a parlé avant, hein, qui sont des services d'éducation spécialisés
donc qui se passent à domicile. Alors c'est à domicile, mais en fait qui interviennent dans tous les lieux qui sont liés à la scolarisation, mais aussi à l'insertion, de manière générale, des enfants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme. Les CESAD sont des lieux spécialisés. Certains ne sont pas faits pour l'autisme. Il y a des CESAD déficience. Mais on parle des CESAD avec autisme, pour les enfants autistes. Les SAD, donc c'est madame qui connaît mieux que moi, on en avait parlé tout à l'heure, vous pouvez ajouter quelque chose? Oui, les SAD, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est un moyen, alors si jamais votre enfant est en liste d'attente d'un CESAD ou d'un IME, ça peut être un moyen, dans cette attente-là, de mettre en place du coup un accompagnement également sur les milieux de vie, en vacances du domicile. Il faudra que ça soit un SAD qui est conventionné avec l'éducation nationale, ou vous avez aussi par le biais d'Autistes sans frontières, puisque ça reste de l'aide à domicile, aussi le moyen de mettre ça en place en embauche directe d'une personne. Ce qu'il faut garder en tête, c'est donc ça a une visée éducative, surtout à ne pas confondre avec les AESH. Il y a une visée éducative et de spécialisation sur l'autisme. Pour terminer, il y a des établissements qui sont uniquement médico-sociaux, cependant il y a de la scolarité à l'intérieur, des classes avec des enseignants de l'éducation nationale tels que les IME. Il existe aussi un autre type d'IME qui sont les IME externalisés. J'en parle particulièrement ici puisqu'il y a 2 classes dans la ville de Meudon qui ont été accueillies. Donc ce sont des classes d'IME mais qui sont installées dans l'école. C'est même la première classe qui a ouvert, je crois, en France, en 1986 à Meudon. Donc, ce sont des classes qui accueillent des enfants. Alors, on en a jusqu'au collège sur le département et qui permettent à des enfants d'être accueillis dans un environnement très spécifique au sein de l'école. Dans les IME médico-sociaux, là, c'est un établissement médico-social qui, lui, accueille une classe de l'éducation nationale qui peut voir les enfants qui peuvent suivre une scolarité normalement. Tous peuvent bénéficier d'un petit temps scolaire, mais c'est vraiment aménagé à la carte, au cas par cas, suivant les besoins de chacun. Voilà pour la scolarisation. Merci beaucoup. Je vous en prie. Enfin, pour clôturer ce chapitre sur l'accompagnement des familles, nous vous conseillons également de ne pas forcément rester seul, de faire également appel à ce qu'on appelle la paire-aidance, de rencontrer d'autres familles qui pourront aussi vous compléter toutes ces actions de soutien, et notamment faire appel à Autistes sans frontières 92, qui est une association d'usagers dans le département. Sur cette slide, on présente quelques actions de l'association, notamment un rôle d'accueil et de soutien. Donc, comme on vient de le dire, c'est une association qui est conventionnée avec l'éducation nationale, donc ça peut également aider pour trouver des solutions. L'association organise également régulièrement des ateliers et des formations pour les parents sur l'autisme, et notamment pour mettre en place un accompagnement psychoéducatif. Ces accompagnements sont coordonnés par des psychologues spécialisés dans l'autisme. Cette association, toujours avec les dons des partenaires, permet également parfois d'aider à la prise en charge des familles, met à disposition une médiathèque également. Il est possible d'emprunter des livres, des jeux, du matériel spécifique au handicap, met en place des activités, notamment l'OTI Aviron, qui est en place depuis plusieurs années pour les enfants et les jeunes, organise des événements et des rencontres pour les parents, et enfin fait de la sensibilisation comme aujourd'hui avec la ville de Meudon, ou encore parfois on peut faire des sensibilisations thématiques, notamment en entreprise sur l'inclusion du public porteur de TSA.
C'est une association également qui a un rôle de représentation, donc qui fait partie d'une coordination nationale qui s'appelle Autistes sans frontières. L'idée, c'est que finalement, dans différents départements, il y a une association Autistes sans frontières et qui, du coup, remonte la voix du public porteur de TSA, notamment auprès de la délégation interministérielle de l'autisme, qui travaille actuellement sur la refonte des recommandations de bonnes pratiques pour la prise en charge des enfants avec la Haute Autorité de la Santé, qui porte la voix également au niveau du conseil, donc de la CDCA, du conseil départemental pour du coup porter la voix des personnes porteuses d'autisme et notamment à la CDAPH, qui siège à la CDAPH auprès de l'UNAPI, en partenariat avec l'UNAPI, pour faire porter également la voix de ce public. Et enfin, qui fait partie d'une association un peu plus généraliste qui s'appelle SAIS 92 et qui regroupe différentes associations qui vont être chacune spécialisées dans les troubles du neurodéveloppement. Donc c'est aussi intéressant à connaître puisque parfois il y a des troubles qui sont associés et donc c'est une association qui peut vous mettre en contact avec ces associations spécialisées. Pour illustrer tout ce qu'on vient de dire par rapport à ce parcours, par rapport à l'accompagnement des familles, je vais passer la main à Monsieur Olivier qui va vous parler de son parcours au sein de la ESF 92, mais globalement concernant le repérage, le diagnostic et toutes ces démarches. Bonjour tout le monde, je m'appelle Frédéric Olivier. Alors, je ne suis pas du tout un expert de l'autisme, donc j'ai mon vocabulaire qui m'est propre, donc pas beaucoup de sigles. Je suis membre de SF 92 et c'est à ce titre-là que je suis là aujourd'hui, puisque je suis un peu le référent pour Meudon, et donc ça me fait plaisir de participer à ce webinaire. Donc, je suis père d'un enfant autiste verbal, on va appeler ça comme ça, verbal, mais les non-verbaux communiquent aussi, qui a 7 ans. Alors, je vais un petit peu vous raconter mon parcours et puis quelques enseignements que j'ai eu à travers ça. Donc, nous, on est arrivés en France à la fin du Covid. Notre fils avait déjà 4 ans et demi à peu près. Et pendant toute cette période de Covid, on était dans un pays où on était aussi touché par ça. Donc, c'était extrêmement difficile de diagnostiquer, d'avoir des rendez-vous avec des psychologues qui, en général, annulaient parce qu'il y avait des vagues de recommandations de non-contact. Donc, c'était très difficile à ce moment-là d'essayer de se battre pour ça. Donc, quand on est arrivé en France, on a eu notre enfant dans une école privée de la région ici. Et assez rapidement, au bout de quelques mois, on a été convoqué par l'école pour nous faire dire que notre enfant n'était pas retenu pour l'école et qu'on avait intérêt à se débrouiller nous-mêmes pour son enseignement. Donc ça, c'était un peu une douche froide et ça a été difficile à ce moment-là. Et donc, on a commencé une cascade de rendez-vous qui sont exactement ceux qui ont été décrits. Hein, donc, des médecins de première ligne avec le médecin traitant qu'on découvrait aussi un petit peu à l'époque. Un pédiatre qu'on a découvert aussi à cette époque-là. Et chacun nous recommandait au fil de l'eau à une personne suivante pour qu'on progresse là-dessus. Après le pédiatre, on a fait un pédopsychiatre qui nous a orientés vers ce diagnostic. Donc on a essayé de faire un diagnostic. Et comme notre enfant n'était plus à l'école, on était un peu pris par l'urgence. On ne pouvait pas le laisser déscolariser comme ça. On voulait une solution et qu'il ne reste pas à la maison. Donc on a fait un diagnostic de façon libérale avec une psychologue de Necker qui, après 2 journées de tests, nous a annoncé que notre fils était autiste. Alors on avait quelques doutes et le fait de mettre un mot là-dessus, ça nous a permis de comprendre un certain nombre de choses et de commencer à nous renseigner, à essayer de comprendre ce que c'était. Donc, la meilleure chose qu'on ait vue à travers ce diagnostic, c'est la psychologue nous a dit tout de suite, écoutez, il faut que vous travailliez sur l'inclusion le plus vite possible. Donc, vous l'inscrivez à l'école de votre quartier
et puis vous commencez à faire des dossiers, vous avancez, et au fil de l'eau, vous allez monter quelque chose. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on a fait. Et donc on l'a mis à l'école publique de notre quartier, à Meudon, et on a tout de suite démarré le fameux dossier NDPH, qui est aussi une cour d'apprentissage pour arriver à bien le faire, bien le remplir, à bien expliquer nos besoins. On ne connaît pas à cette époque-là, donc c'est un petit peu difficile, mais on cherche à se faire aider. Et donc, après la rentrée suivante, on a eu notre retour du MDPH, et donc on a eu droit à une AESH au sein de la maternelle. Et donc là, d'un seul coup, les choses se sont arrangées. C'est-à-dire que, et là, je tire mon chapeau aux enseignants et à l'école maternelle où était notre fils la première année. Donc il y a des personnes, à part la maîtresse et puis l'aide de la maîtresse pour s'occuper de lui. Alors il y avait des comportements, des troubles de comportement qui étaient de temps en temps un peu difficiles, mais on est arrivé à s'en sortir comme ça. Et c'est vrai qu'à partir du moment où l'AESH a été là, ça nous a vraiment aidé parce qu'elle vient canaliser notre enfant et le mettre un peu plus dans une posture d'enfant apprenant à l'école, ce qui apaise tout le monde, les autres enfants, l'enseignant et notre enfant lui-même. Donc voilà, et donc on est dans cette organisation-là maintenant avec maximum en poussant l'inclusion d'un enfant qui a une AESH à l'école et qui, je vais vous en parler après, a aussi un soutien à l'extérieur. Voilà, donc ça c'est la partie école. Donc sur toute la structure de soutien autour de notre fils en dehors de l'école, donc on a cherché assez rapidement une psychologue pour nous aider, pour essayer de comprendre et poser les bons gestes et coordonner, hein, donc ce qui a été dit tout à l'heure. Et donc là, on est passé par ce que Jacinta vous a expliqué, un SAL, donc c'est une autre organisation qui s'appelle Déclic, et qui nous a vraiment apporté un soutien majeur, à la fois avec une expert psychologue spécialiste de l'autisme qui coordonne vraiment ce qu'on fait à l'école, ce qu'on fait à l'extérieur, ce qu'on fait avec le périscolaire, ce qu'on fait nous en tant que parents aidants, et donner du sens à tout ça. Il y a un programme, il y a un plan de développement, d'aide à notre enfant et à son développement personnel. On travaille notamment sur ses comportements. Voilà, donc on a ça en place. Alors on a tiré un petit peu aussi d'autres ficelles comme ergothérapeute, psychomotricienne, un certain nombre de choses comme ça, mais c'est extrêmement difficile d'en trouver. Et donc aujourd'hui, on se cantonne à cette aide de Déclic qui joue un petit peu ce rôle général. Alors le dernier point qui me paraît important, c'est aussi de vous parler de cette communauté de parents, parce qu'on a besoin de temps en temps d'échanger, de comprendre ce qui se passe et puis de se soutenir aussi. Et vraiment, SF 92 est majeur pour ça. Donc, je crois que ça a été expliqué, tout ce qu'apporte SF 92. Donc, ça nous permet vraiment de se soutenir entre nous, d'avoir accès à de la formation. Alors, moi, je ferai une petite parenthèse aussi, c'était mentionné dans le slide. Donc, le CRAIF est vraiment super. Hein, donc, c'est une coordination à l'échelle de la totalité de l'Île-de-France. Et il propose de façon régulière, en nous informant des formations sur tout ce qui est possible au niveau de l'autisme. Et donc, on se retrouve dans une salle avec une dizaine de parents qui sont comme nous, et puis des experts qui nous exposent un certain nombre de choses. Il y a beaucoup de dialogues, et là, on apprend énormément. Et ça, combiné aux formations proposées par SF 92, ça fait presque de nous des experts, hein, donc, au fur et à mesure, et ça, c'est vraiment bien. Donc, si je reviens à SF 92, donc il y a aussi une contribution financière, c'est important, surtout quand on fait beaucoup appel au libéral parce qu'on veut avancer. Donc ça aide. Et puis il y a des moments conviviaux aussi qui sont importants. On se retrouve sans nos enfants de temps en temps, ça c'est vraiment agréable. On arrive à échanger et puis alors c'est vrai que nos enfants sont en général au centre de nos conversations, mais ça nous permet de nous soutenir, se passer les bons tuyaux et c'est important. Voilà, donc c'était un petit peu ça que je voulais vous dire. Je voudrais faire un petit point aussi, dire à quel point l'école est importante et tout le travail fantastique du corps enseignant.
que ce soit les maîtresses, le directeur d'école où on est, mais que ce soit aussi tout le périscolaire apporté par la mairie. Hein, donc notre fils est connu comme le loup blanc dans tout le quartier, et que ce soit dans les activités sportives du mercredi, que ce soit avec la cantine, parce qu'on arrive à le mettre à la cantine 1 à 2 jours par semaine. Donc il connaît toutes les personnes qui interviennent, il rencontre dans la rue, voilà, oui, comment ça va. Enfin, il y a vraiment un soutien majeur aussi dans le périscolaire qu'il ne faut pas négliger et qu'on a mis du temps à comprendre. Et la mairie nous a aussi aidé dans ce sens-là. Donc c'est quelque chose d'important et qui est important dans l'équilibre de notre fils. Voilà, donc aujourd'hui notre fils a 7 ans, il va à l'école. Alors, il a des points forts, même des points plus forts que d'autres, mais il a aussi des lacunes, notamment sur la lecture ou sur la compréhension de texte. Mais il arrive à s'en sortir et il s'accroche. Et vraiment, la combinaison des clics, AESH, périscolaire, notre formation en tant qu'aidant, ASF 92, ben, c'est la combinaison de tout ça, un petit peu de toute cette équipe qui fait qu'on est aux petits soins et puis on arrive à avoir son développement qui se fait et c'est un vrai plaisir de le voir craquer au fur et à mesure des blocages ou perdre des comportements obsessionnels, pour des fois en passer à d'autres, mais on voit cette évolution et on se rend compte aussi à quel point c'est important de prendre tôt et de pas attendre que les choses s'ancrent parce que là c'est plus difficile, bien que ça reste possible. Voilà, donc c'était un petit peu ça que je voulais dire et si voilà, peut-être une dernière chose, c'est qu'avec ASF 92, on a aussi une volonté de contribuer. Hein, donc à travers mon intervention, si les gens ont des questions ou veulent échanger, c'est aussi possible et j'encourage les parents seuls à vraiment adhérer à une association de parents. Ça nous guide et ça nous permet d'accélérer tout un processus qui est quand même un chemin de croix et de découverte au fur et à mesure quand on ne sait rien là-dessus et qu'il faut tout faire pour notre enfant. Voilà, merci. Merci à vous. Alors, donc, pour conclure, je ne sais pas, Madame Belaïd, est-ce que vous êtes toujours là? Non, Madame Belaïd n'est plus là. Donc, en conclusion, est-ce que des personnes ont des questions? Oui. Alors, normalement, vous aviez une question, Delphine, je crois. Vous aviez dit que vous vouliez la poser à la fin. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Il y a des commentaires. Donc, je vais lire. Ah, il y a une question. Merci pour vos interventions très intéressantes. Non, il n'y a pas de question. Delphine, on ne vous entend pas, donc je pense qu'il y a même le micro. Delphine, on ne vous entend pas. Et peut-être Madame Bolivar à nouveau. Alors, je vous écris. Ok, ben, je vais la lire. Je peux à nouveau peut-être. A priori. Delphine travaille en crèche à Moulin. En fait, le micro, normalement, c'est bon là. Ouais. Madame Bolivar. Madame Bolivar, si vous voulez. Ouais. Voilà. Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour toute cette présentation très riche.
Alors, ça va être un peu personnel, mais donc moi, c'est une enfant de 14 ans, mais qui, en fait, jusqu'à présent, en fait, elle est multi-10 avec pathologie cardiaque et c'est que depuis 2023 où on nous parle de TSA. Et donc, on nous a expliqué que c'est notamment chez les filles que on pouvait avoir des diagnostics tardifs du fait des TDAH très prononcés. Mais du coup, on a du mal aujourd'hui, donc tout à l'heure je vous posais la question de la génétique parce qu'effectivement elle a aussi une partie santé complexe, mais du coup c'est vrai que pour nous en tant que parents, que notre enfant soit dans une catégorie ou une autre, en gros ça peut nous aider dans les prises en charge, mais aujourd'hui en tout cas je me sens un peu démunie, moi en tant que parent, pour comment dire, je ne sais pas comment l'exprimer, c'est que vu que c'est tardif et que c'est plutôt un TSA léger, mais qui était masqué par plein d'autres choses, du coup, on n'arrive pas trop à se positionner ou qu'est-ce qu'il faut qu'on aille chercher de supplémentaire. Voilà, c'est pas vraiment une question, c'est plus une difficulté que je rencontre quand c'est des... Et pourtant, quand elle a été petite, on a fait les diagnostics de TSA et c'est passé à côté. Voilà, et donc, voilà, je dis juste que, voilà, je voulais juste formuler que le parcours, parfois, il peut être vraiment complexe et parfois, en tant que parent, on est quand même bien démunis, même si on est quand même bien accompagné, mais voilà, je veux quand même partager la complexité des profils des enfants et de réussir voilà, nos enfants sont peut-être pas que TSA, il y a plein d'autres choses. Voilà, je voulais juste vous le partager, c'est pas vraiment une question et je vous remercie du temps que vous passez à nous expliquer, voilà, mais c'est un peu des fois le désarroi d'une maman qui essaie et d'un papa, parce qu'on est deux, mais voilà, on essaie de mettre en place plein de choses, mais voilà, on nous dit quelque chose après autre chose, et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est le meilleur accompagnement pour notre enfant, quoi. Donc moi, à titre d'exemple, je sors ma fille d'un cadre classique pour la mettre en maison familiale rurale, pour qu'elle soit en lien avec les animaux, parce que les humains, c'est trop compliqué, par exemple. Voilà. Merci pour votre intervention. Alors, en effet, c'est pas une question, on peut juste rajouter une chose, c'est que, en effet, il y a du tâtonnement, même au niveau médical parfois, surtout quand il y a ce qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire une association de symptômes, mais aussi de troubles, et du coup, peut passer au premier plan l'autisme, mais autre chose. Alors là, vous parlez de problème du cardiaque, alors évidemment, je pense qu'il faut vraiment se soucier de la santé des enfants avant tout. Et on ne parle pas de TSA ou de autres, on parle de personnes, d'enfants. Et ce qui doit être regardé avant tout, c'est leur bien-être. Et c'est pas toujours à travers un diagnostic qu'on peut donner un mode d'emploi, loin de là, parce que sinon on le saurait. Et du coup, peut-être qu'au cours d'une vie, effectivement, chez toute personne, on peut changer un peu d'orientation en se disant, mais ce qui est au premier plan aujourd'hui, c'est plutôt ce problème de santé cardiaque, ce problème d'autisme, et du coup de proposer des accompagnements au plus proche de ce qu'il y a besoin et aussi au regard des possibilités qu'il y a dans l'environnement. Là, votre enfant a bien de la chance si vous arrivez à l'accompagner sur un choix d'être à la campagne auprès d'animaux, parce que je pense que beaucoup d'enfants avec ces troubles souvent montrent ce besoin d'avoir des environnements où ils peuvent plus sortir, être à l'extérieur, ce qui est difficile dans les grandes villes. Ça, on le sait bien. Merci beaucoup pour cette intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a deux questions qui sont écrites dans le chat. Je vous les lis. Donc, c'est Delphine qui travaille dans une crèche à Meudon. Et nous constatons un nombre augmentant de troubles autistiques. Je vous rejoins sur l'importance du diagnostic précoce, mais je trouve la prévention un peu pauvre pour les professionnels de crèche. Y a-t-il donc des possibilités d'intervention d'associations pour faire de l'information dans ces structures? Je vais un petit peu répondre là-dessus, c'est-à-dire que oui, alors en effet, les CESAD et autres dispositifs, mais particulièrement ce qu'on appelle les équipes mobiles, peuvent venir faire de la sensibilisation. Elles sont là à la demande de l'intervention de l'Éducation nationale, mais au-delà de ça, elles font de la sensibilisation. Alors, c'est de l'information, effectivement, c'est pas de la formation, ce qui peut venir par la suite s'il y a des besoins.
Mais dans un premier temps, oui, vous pouvez faire appel à des associations qui viendront faire de la sensibilisation pour, alors ça peut être souvent pour le périscolaire, parce que souvent les animateurs n'ont pas forcément de formation sur le handicap, mais aussi dans les crèches, où en effet, il y a beaucoup de repérages possibles, et vous êtes au premier plan pour repérer parfois des comportements qui ne vous semblent pas normaux, ou en tout cas sortir un petit peu de ce que vous avez l'habitude de voir. Et parfois, il n'y a peut-être rien derrière, mais c'est toujours bien d'avoir de la sensibilisation à ce sujet. Il y a une autre question. Y a-t-il des études sur les raisons de cette augmentation? Il y a des études. Oui, ça avance. Il y a à la fois probablement l'amélioration aussi du diagnostic qui fait que ça augmente. On présuppose également parfois des facteurs environnementaux. Il y a parfois aussi, alors on n'est pas rentré dans ce détail-là, mais il y a parfois des personnes à risque. Donc là aussi, ça peut être aussi des choses qui se passent pendant la grossesse, des accidents, une grossesse qui peut se passer mal. Donc, parfois, du coup, on constate des difficultés dans le développement de l'embryon qui, du coup, sont des facteurs à risque, la prématurité également. Donc, voilà, le fait qu'il y a plus de grossesses difficiles qui peuvent arriver à terme aujourd'hui. Il y a un peu de tout. Il y a à la fois l'amélioration du diagnostic, et c'est une bonne chose. Et il y a à la fois des facteurs environnementaux qu'on présuppose, certains qui sont du coup vraiment pris en compte dans le suivi des enfants dès la naissance. Et voilà, j'espère que ça peut répondre à la question. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Sur les études, il y a des études larges effectivement qui vont s'intéresser à certains domaines. Vous parlez des questions environnementales. Il y a certainement des études qui vont se diriger plutôt sur ça. Je pense que ce qui est important quand même quand on s'informe, c'est de croiser les informations, croiser les échanges avec les associations de parents. Vous en parliez tout à l'heure, parce que je pense que là, on peut avoir quand même des gens qui ont déjà une expérience et un parcours, donc ils peuvent partager ce qu'eux ont connu. Les études, elles sont intéressantes. Après, les statistiques restent des statistiques et il faut, au-delà des statistiques, aller en échanger et savoir sur quoi on se situe. On n'a pas aujourd'hui de réponse ferme. Il y a un grand pourcentage d'enfants qui ont effectivement un repérage génétique, et sur cela, en tout cas, on sait qu'il y a des questions génétiques qui se posent chez les enfants autistes. Maintenant, on continue à être dans la recherche. Les neurosciences avancent et j'espère trouveront aussi, nous apporteront quelques éléments d'éclairage. Mais on est qu'aux-prémices là-dessus. On découvre à peine le cerveau, donc le cerveau des autistes, ça l'est. D'autres questions? J'ai pas l'impression. Donc, à la suite du document, vous pourrez aussi avoir accès aux ressources sur le territoire de Meudon. Notamment les numéros de téléphone du référent handicap qui se situe à Meudon, mais aussi le référent loisirs handicap ville de Meudon, donc qui est affilié au réseau SAIS 92. Ensuite, donc, pour vous dire ce que disait Madame Piel, il y a quand même 4 classes à Meudon, donc 2 classes Ulysse situées sur Meudon, une à Meudon-la-Forêt et une sur Meudon Centre, et 2 classes UE, unité d'enseignement, qui sont donc gérées par les Papillons Blancs de la Colline, une en maternelle et une en élémentaire. 2 centres de soins, donc le centre médico-psycho-pédagogique Alfred Binet, et puis Erasme pour les ados. Et ensuite, on vous a mis les adresses aussi des associations locales sur le territoire qui sont très, partie prenante sur l'autisme notamment. Nous avons l'association APUI Meudon qui a des foyers d'hébergement
pour adultes, des centres d'accueil de jour, mais il y a aussi également un établissement qui a été ouvert tout récemment, qui est l'EAM pour adultes autistes. L'association aussi Un pour tous, tous pour l'autisme, qui est basée à Meudon. Je vous ai mis ses coordonnées téléphoniques aussi, les papillons blancs de la colline sur Saint-Cloud, les EDAT, l'UNAPEI, etc. Donc tous les numéros de téléphone, les ressources sur le territoire seront bien entendu dans le support de présentation qu'on vous transmettra. Voilà, et bien écoutez, en tout cas, je vous remercie à tous. Je remercie aussi nos participants, Madame Piel, Madame Madera et puis Monsieur Olivier. Merci. 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 Au revoir. Au revoir.